Savez-vous que le love bombing est l'une des armes les plus redoutables des pervers narcissiques? Une étude du Journal of Personality Disorders révèle que 40% des victimes sont tombées dans ce piège. Cette avalanche d'amour et d'attention qui semble magique cache en réalité une manipulation dangereuse. Et ce n'est pas tout. Des chercheurs de l'Université de Londres ont fait une découverte stupéfiante. Le love bombing active dans notre cerveau les mêmes circuits que l'addiction. Oui, vous avez bien entendu. Quand vous pensez vivre un conte de fées, votre cerveau réagit comme s'il était sous l'emprise d'une drogue. Alors comment faire la différence entre un amour sincère et une manipulation? Comment repérer les signes avant-coureurs? Comment se protéger efficacement? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des preuves scientifiques, des témoignages authentiques et surtout des solutions concrètes pour vous protéger. Si ce sujet vous touche ou vous interpelle, montrez-le-moi en likant cette vidéo, en la partageant ou en écrivant « merci » en commentaire. Ensemble, brisons le silence sur cette forme de manipulation émotionnelle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu sur la protection émotionnelle et le développement personnel. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Sénèque, lui, rappelait que « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Ces deux phrases résonnent étrangement quand on parle du love bombing. Car le love bombing n'est pas seulement un excès d'attention, c'est une distorsion de la réalité. Freud y verrait une mise en scène de la pulsion narcissique, un théâtre où l'autre n'est qu'un miroir destiné à refléter la grandeur illusoire de celui qui manipule. Et les neurosciences modernes le confirment. L'amour, au niveau chimique, peut s'apparenter à une addiction. Des chercheurs de l'université de Syracuse ont montré que tomber amoureux active les mêmes circuits neuronaux que la cocaïne. En moyenne, il faut moins d'un cinquième de seconde pour que la dopamine et l'ocytocine inondent le cerveau lorsque vous recevez une attention intense. Voilà pourquoi le love bombing est si puissant. Il détourne ce mécanisme naturel. Vous l'avez sans doute déjà ressenti. Cet emballement soudain, cette impression d'être au centre du monde, ces messages incessants, ces « je t'aime » beaucoup trop rapides, ces promesses démesurées. Au départ, vous vous sentez chanceux, presque élu. Mais pourquoi cette intensité vous attire-t-elle autant? Carl Jung disait que là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où le pouvoir prédomine, l'amour fait défaut. Le pervers narcissique a compris l'inverse. Il utilise l'apparence de l'amour pour installer son pouvoir. Et cela fonctionne car votre cerveau est littéralement pris en otage. Selon une étude de l'Université de Londres, la libération massive de dopamine lors d'une séduction soudaine réduit temporairement la capacité du cortex préfrontal à évaluer les risques. Autrement dit, vous perdez votre esprit critique, exactement comme un joueur qui continue de miser alors qu'il sait qu'il va tout perdre. Peut-être que vous vous demandez « Comment ai-je pu être aveugle? Pourquoi n'ai-je rien vu ?» Ce questionnement est universel. Des milliers de témoignages en parlent. Des célébrités comme Lady Gaga, dans une interview en 2020, ont évoqué cette phase d'idéalisation toxique où l'on se sent aimé d'une manière presque irréelle avant que la chute ne survienne. Les psychologues décrivent ce cycle comme une montagne russe émotionnelle. Idéalisation, dévalorisation, rejet. Le love bombing n'est que la première montée vertigineuse, destinée à vous faire croire que vous êtes arrivé au sommet. La psychologie sociale apporte une autre réponse, l'effet de rareté. Robert Cialdini, professeur de psychologie, a démontré que nous attribuons plus de valeur à ce qui semble exceptionnel ou rare. Le pervers narcissique l'utilise habilement. Il crée une intensité qu'aucun partenaire normal ne pourrait soutenir dans la durée. Et vous vous persuadez que c'est unique, que cela ne se reproduira jamais. C'est faux, mais votre cerveau dopé à l'ocytocine refuse de lâcher prise. Et pourtant, Sénèque l'avait déjà pressenti. Celui qui se laisse séduire par le plaisir instantané deviendra l'esclave de ses propres désirs. Le love bombing est ce piège du plaisir instantané. Vous vous sentez valorisé, compris, vu comme jamais auparavant. Mais la vérité est plus sombre. Vous n'êtes pas aimé pour ce que vous êtes, mais utilisé pour ce que vous reflétez. Les chiffres sont glaçants. Une étude publiée dans le Journal of Personality Disorders indique que près de 6% de la population présente des traits narcissiques pathologiques. Cela signifie que dans une grande ville,
vous croisez chaque jour des dizaines de personnes capables de pratiquer ce genre de manipulation. Et les victimes, elles, se comptent par millions. Ce n'est pas une exception, c'est une stratégie connue, répétée, presque codifiée. Alors comment se libérer de cette illusion? Déjà en comprenant que l'intensité n'est pas la preuve de l'amour. Les neuroscientifiques le répètent, l'amour véritable se construit dans la stabilité, pas dans le feu d'artifice initial. Le stoïcisme l'enseigne aussi. L'amour sain n'est pas une exaltation qui vous arrache à vous-même, mais une harmonie qui vous rend plus maître de vous. Comme le disait Épictète, celui qui est maître de lui est libre. Le pervers narcissique, au contraire, vous dépossède de cette maîtrise en vous enivrant de paroles. Vous voyez, la réponse n'est pas unique. Elle se trouve dans les chiffres qui prouvent l'effet neurochimique, dans les témoignages qui montrent que même les plus forts peuvent tomber dans le piège, dans les paroles des sages, qui nous rappellent que la véritable liberté commence par la lucidité. Si vous avez ressenti ce tourbillon émotionnel, si vous avez cru toucher un idéal d'amour en un temps record, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes simplement entré dans un scénario déjà écrit. La bonne nouvelle, c'est qu'en le comprenant, vous commencez déjà à réécrire l'histoire. Sigmund Freud écrivait que l'homme n'abandonne jamais volontiers une satisfaction, pas même partiellement. Il ne renonce jamais à une jouissance. Quand quelqu'un nous inonde d'amour, de compliments et de promesses, nous ne voulons pas y renoncer, même si une petite voix nous dit que quelque chose cloche. Et Carl Jung ajoutait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » C'est précisément là le piège du love bombing. Il flatte tellement notre besoin de reconnaissance qu'il nous empêche de voir l'ombre qui se cache derrière la lumière. Les signaux existent pourtant, mais ils sont subtils car ils parlent directement à notre inconscient. Des chercheurs en psychologie évolutionniste ont montré que notre cerveau associe l'abondance de signaux affectifs répétés à une forme de sécurité. Si quelqu'un nous répète 100 fois en quelques jours qu'il nous aime, qu'il ne peut pas vivre sans nous, notre cerveau enregistre cela comme une vérité. Et ce phénomène est amplifié par ce qu'on appelle l'effet de simple exposition démontré par Robert Zajonc. Plus nous sommes exposés à un stimulus, plus nous le trouvons familier et crédible. Ce qui signifie que recevoir 20 messages d'affection par jour peut créer artificiellement un sentiment de vérité et de confiance. Vous l'avez sans doute vécu, les débuts d'une relation où les messages affluent à toute heure. Vous vous sentez unique, désiré, enfin reconnu. Mais la question est-ce de l'amour ou est-ce un conditionnement? Marc Aurèle avertissait « L'âme prend la teinte de ses pensées. Recevoir sans cesse des preuves d'amour démesurées colore notre perception. Nous commençons à croire que c'est la norme, que c'est cela la passion véritable. Et c'est là que le piège se referme. La neuroscience le confirme. Une étude de l'université de Stanford a montré que la surabondance d'attention active dans le cerveau le circuit de récompense dopaminergique de façon similaire à une dépendance. Les personnes soumises à cette intensité émotionnelle développent un état comparable à celui d'une accoutumance. C'est pourquoi même lorsque des signaux inquiétants apparaissent, comme une jalousie excessive, des promesses irréalistes ou une intrusion dans votre intimité, vous minimisez. Votre cerveau, saturé de dopamine, n'analyse plus les incohérences. Et puis, il y a ce besoin humain fondamental, être choisi. Selon une enquête menée par le Pew Research Center, plus de 65% des personnes affirment avoir déjà ressenti qu'elles n'étaient pas assez pour être aimées pleinement. Le love bombing vient combler cette faille en un éclair. Et quand on vous dit soudain que vous êtes tout, que vous êtes exceptionnel, qu'on n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous, il est presque impossible de ne pas y croire. Sénèque nous avertissait pourtant « Rien n'est plus trompeur qu'un sourire ». Ce qui semble bienveillant peut cacher un dessein plus sombre. Mais comment reconnaître les signaux invisibles? L'un des plus clairs est la vitesse. Une relation saine se construit, elle ne s'impose pas. Quand dès la première semaine on vous parle déjà de mariage, d'âme sœur ou de destin, c'est un excès. Un autre signal, c'est l'incohérence. Un jour, la personne vous met sur un piédestal, le lendemain, elle se montre distante, presque froide. Cette alternance est une technique bien connue des manipulateurs. Elle crée une dépendance émotionnelle. Le psychologue Donald Dutton l'a démontré dans son étude célèbre sur le pont suspendu. Les émotions intenses, même liées à la peur,
peuvent être confondus avec l'attirance. Le love bombing joue sur ce même mécanisme. Peut-être vous vous souvenez de moments où, malgré des doutes, vous avez rationalisé « c'est juste parce qu'il ou elle m'aime trop ». C'est normal qu'il soit jaloux, c'est la passion. Ces pensées sont le reflet de ce que Freud appelait le déni, un mécanisme de défense qui nous protège d'une vérité trop douloureuse. En réalité, les signaux étaient là, mais votre cerveau a préféré les ignorer. Alors pourquoi veut-on y croire? Parce que croire à cet amour parfait nourrit notre imaginaire. Depuis l'enfance, les contes de fées, les films romantiques, les chansons d'amour nous préparent à attendre ce moment unique où quelqu'un nous choisira totalement. Le pervers narcissique exploite ce mythe collectif. Il devient le prince charmant, l'âme sœur tant attendue. Et nous, aveuglés, nous confondons vitesse avec sincérité, intensité avec profondeur, excès avec vérité. Épictète, encore une fois, nous donne la clé. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements. Voir ces signaux pour ce qu'ils sont, ce n'est pas renoncer à l'amour, c'est retrouver la lucidité. Le véritable amour n'a pas besoin d'étourdir. Il ne cherche pas à hypnotiser, mais à construire. C'est la différence entre une illusion toxique et une réalité durable. Le narcissisme n'est pas une invention moderne. Bien avant que la psychologie clinique ne le définisse comme un trouble de la personnalité, les philosophes antiques observaient déjà les comportements de ceux qui se nourrissent de l'admiration des autres. Sénèque écrivait « Celui qui vit pour autrui ne vit jamais pour lui-même ». Il dénonçait déjà cette dépendance au regard extérieur, cette quête insatiable de validation qui caractérise le narcissique. Et Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, avertissait « Celui qui se glorifie en autrui se place entre les mains du hasard ». Les pervers narcissiques ne se contentent pas de vivre par l'admiration, ils manipulent pour la provoquer, car sans elle, ils s'effondrent. Freud a été le premier à donner un cadre théorique à ce phénomène. Dans son essai de 1914, pour introduire le narcissisme, il décrit le narcissisme comme un état où l'énergie libidinale, normalement tournée vers l'autre, est réinvestie sur soi. Le narcissique aime non pas autrui, mais son propre reflet à travers l'autre. Cela explique pourquoi le love bombing est si mécanique. Il ne s'agit pas de vous aimer pour ce que vous êtes, mais d'obtenir un miroir parfait. Vous devenez un support, un écran où se projette l'image grandiose qu'il veut maintenir. La psychologie contemporaine confirme ces intuitions. Selon l'American Psychiatric Association, le trouble de la personnalité narcissique touche environ 1% de la population, mais les traits narcissiques se retrouvent bien plus largement, jusqu'à 6% des individus selon certaines études. Derrière ces chiffres, il y a une réalité inquiétante. Chaque relation avec un pervers narcissique suit le même schéma: idéalisation, dévalorisation, rejet. C'est une danse macabre, où le love bombing n'est que le premier pas. Carl Jung expliquait que l'ombre, cette partie cachée de notre psyché, se manifeste lorsqu'elle est refoulée. Chez le pervers narcissique, l'ombre est gigantesque. Derrière le masque de séducteur charismatique se cache un vide abyssal, une peur de l'abandon, une incapacité à se confronter à sa propre vulnérabilité. C'est pourquoi il construit des scénarios, des manipulations, des illusions, pour ne jamais se voir tel qu'il est. Et vous, où êtes-vous dans ce tableau? Peut-être que vous avez déjà perçu ces incohérences. Cette personne qui, en public, vous couvre d'éloges, mais en privé vous critique subtilement. Ou bien ce partenaire qui vous promet l'éternité et la minute suivante menace de disparaître. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Les psychologues parlent de gaslighting, une technique qui consiste à vous faire douter de votre propre perception. Sénèque aurait reconnu ce procédé, lui qui écrivait « On ne trompe pas autrui sans d'abord se tromper soi-même ». Le pervers narcissique croit à ses propres mensonges, du moins le temps de les jouer. Mais pourquoi ces manipulations fonctionnent-elles si bien? Parce qu'elles exploitent nos besoins les plus profonds. Freud parlait du besoin d'objet, ce désir fondamental de se lier à quelqu'un. Le pervers narcissique offre cet objet dans une intensité théâtrale, puis le retire, créant une dépendance. Les neurosciences modernes confirment ce cycle, alternance de dopamine lors des phases d'idéalisation et de cortisol lors des phases de rejet. C'est littéralement le mécanisme de l'addiction. Vous vous accrochez à l'idée de retrouver le high initial, ce premier bombardement d'amour,
et vous tolérez l'inacceptable pour l'obtenir à nouveau. Marc Aurèle, encore lui, nous donne une clé. La véritable valeur d'un homme se mesure à ce qu'il cherche à atteindre. Le pervers narcissique cherche à atteindre non pas la vérité, ni la profondeur, mais le contrôle. Et vous, si vous êtes pris dans ce cercle, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes humain. Parce que, comme l'a montré le psychiatre Viktor Frankl, notre besoin de sens est si puissant qu'il peut nous pousser à trouver du sens même dans l'absurde. Le narcissique exploite ce besoin en créant une histoire d'amour romanesque, mais fausse. Il faut alors retourner aux sages pour retrouver la lucidité. Sénèque conseillait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser voir la manipulation, oser nommer le narcissisme, c'est déjà briser l'illusion. Freud disait que rendre conscient l'inconscient est l'essence de la psychanalyse. Jung ajoutait que l'intégration de l'ombre était la clé de l'individuation. La philosophie et la psychologie convergent. Comprendre la mécanique du narcissisme, c'est reprendre le pouvoir. Et si vous sentez cette tension entre ce que vous vivez et ce que vous pressentez, sachez que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas votre intuition qui se trompe, c'est votre esprit critique qui est intoxiqué par la séduction. La manipulation a toujours existé. Les philosophes l'ont dénoncée, les psychanalystes l'ont théorisée, et aujourd'hui les neurosciences la prouvent. La seule question qui demeure est: allez-vous continuer à jouer le rôle que le pervers narcissique vous a attribué, ou allez-vous écrire votre propre scénario? Lady Gaga a raconté un jour qu'elle avait vécu une relation où, dès le début, elle recevait des centaines de messages, des déclarations incessantes, des cadeaux presque chaque jour. Elle disait s'être sentie comme dans un film, jusqu'au moment où ce flot d'amour s'est transformé en contrôle, en isolement, en peur. Ce qu'elle décrit n'est pas exceptionnel. Des milliers de personnes racontent la même histoire. L'extase initiale du love bombing se transforme en cage, une cage dorée, mais une cage quand même. Les chiffres sont effrayants. Selon une étude menée par l'Université de Washington, près de 40% des victimes de pervers narcissiques déclarent que le love bombing a été la première étape et que c'est précisément ce qui a rendu l'emprise si difficile à briser. Parce que l'excès d'attention, au lieu d'éveiller des soupçons, est perçu comme la preuve d'un amour authentique. En réalité, c'est une intoxication lente. Vous avez peut-être ressenti cela. Au début, vous recevez des messages tendres. « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Puis très vite, ces mots deviennent des chaînes invisibles. « Pourquoi tu ne réponds pas tout de suite? Si tu m'aimais vraiment, tu serais là. Je ne peux pas vivre sans toi. » Ce qui semblait être une pluie d'amour se transforme en orage permanent. Et c'est là que vous comprenez la métaphore de la prison dorée. Tout brille, mais tout enferme. Sénèque, dans De la vie heureuse, écrivait « Rien n'est plus accablant que l'abondance. Trop d'attention tue la liberté, trop de présence devient oppression. » Marc Aurèle, lui, conseillait de se méfier des excès, car ce qui est en excès devient vite contraire à la nature. Le pervers narcissique, en multipliant les gestes grandioses, ne fait pas preuve d'amour, mais construit une forteresse invisible autour de vous. Les neurosciences viennent une fois de plus éclairer ce phénomène. Une étude de l'université de Harvard a démontré que l'alternance entre récompense, attention, compliments, cadeaux, et retrait, silence, froideur, critique, active dans le cerveau le même circuit que les machines à sous des casinos. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Vous ne savez jamais quand viendra la récompense, et c'est précisément cette incertitude qui rend la dépendance si forte. Vous êtes pris au piège d'un mécanisme neurochimique qui vous pousse à attendre, à espérer, à rester. Les témoignages abondent. Une femme écrivait « Au début, il m'envoyait des fleurs chaque semaine. Je croyais être dans un conte de fées. Puis il a commencé à me dire que je devais lui prouver mon amour en réduisant mes sorties, en coupant mes amitiés. Aujourd'hui, je comprends que les fleurs n'étaient pas un cadeau, mais un ticket d'entrée vers ma captivité. » Une autre cadre dans une grande entreprise raconte « Il me disait chaque jour que j'étais exceptionnel. Mais si je refusais une demande, il devenait glacial. J'ai fini par céder sur tout, juste pour retrouver ces mots d'amour. » Freud aurait parlé ici de compulsion de répétition. La tendance de l'être humain à répéter des schémas même lorsqu'ils sont destructeurs.
Nous restons dans la relation parce que nous espérons revivre la phase initiale, ce moment où tout semblait parfait. Carl Jung aurait ajouté que nous projetons sur l'autre notre anima ou notre animus, cette image idéale que nous portons en nous. Le pervers narcissique sait l'incarner à la perfection, mais seulement au début. Une fois la projection installée, il n'a plus besoin de jouer, car vous êtes déjà prisonnier. Et vous? Peut-être que vous reconnaissez ce schéma. Peut-être que vous vous souvenez de ce sentiment d'être comblé au point d'oublier le reste du monde. Puis, petit à petit, les règles ont changé. Les compliments sont devenus conditionnels. L'amour est devenu un test permanent. Vous vous êtes retrouvé à justifier vos gestes, vos paroles, vos absences. Comme un prisonnier qui, paradoxalement, croit devoir remercier son geôlier pour la beauté de ses barreaux. Épictète avait prévenu « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous a servi, mais notre croyance en ce qui arrive. » Le love bombing est une croyance. La croyance que cet excès prouve l'amour. La croyance que cette intensité est unique. Mais en réalité, c'est un scénario répété, une technique universelle. Et plus vous prenez conscience de cette mécanique, plus la prison dorée perd de son éclat. Alors, que reste-t-il de cette pluie d'amour initiale? Une leçon. Celle que trop d'attention, trop vite, n'est pas un cadeau mais un signal d'alarme. Celle que la vraie tendresse se mesure dans la constance, pas dans le spectacle. Celle que la liberté, même dans l'amour, est non négociable. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Face au love bombing, cette phrase est une arme. Car il faut comprendre que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'utiliser cette stratégie, mais vous pouvez empêcher votre esprit d'en être prisonnier. Et c'est là que commencent les vraies solutions. La première protection est de rétablir la lucidité biologique. Les neurosciences montrent que l'intensité du love bombing déclenche dans le cerveau une déferlante de dopamine et d'ocytocine. Cet état euphorique ressemble à un shoot de drogue, mais comme toute drogue, il a une descente brutale. Les chercheurs de l'université de Stanford ont démontré que l'exposition prolongée à des signaux d'amour excessifs réduit la capacité du cortex préfrontal à réguler les émotions. C'est comme si votre esprit critique se mettait en veille. La première étape, donc, c'est de ralentir. Quand une relation démarre sur les chapeaux de roue, prenez volontairement de la distance, même si cela semble contre nature. Attendez, observez, laissez le temps révéler la cohérence ou l'incohérence. Freud aurait dit que la conscience est la première défense contre l'inconscient. Nommer ce que vous vivez est déjà un bouclier. Dites-le clairement. Cet excès d'attention est agréable, mais il m'inquiète. Rien que ce geste intérieur crée une fracture dans l'illusion. Sénèque, lui, insistait sur la discipline de l'esprit. Ce n'est pas parce que les autres te flattent que tu dois te croire grand. Appliquez cette règle. Quand les compliments semblent disproportionnés, rappelez-vous qu'ils disent plus sur l'autre que sur vous. La deuxième stratégie est psychologique. Réintroduire la diversité relationnelle. Le pervers narcissique cherche à vous isoler. Plus vous êtes seul, plus vous devenez dépendant de sa validation. Les témoignages montrent que les victimes qui maintenaient des liens forts avec leurs amis ou leur famille ont réussi à sortir plus vite de l'emprise. Une étude publiée dans le Journal of Interpersonal Violence souligne que les victimes soutenues socialement diminuent de 60% leur risque de retomber dans la relation. Cela veut dire que garder vos appuis extérieurs n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. La troisième stratégie vient du stoïcisme. Distinguer ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. Épictète le rappelait, ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux les événements comme ils arrivent. Vous ne pouvez pas changer un pervers narcissique. Vous ne pouvez pas exiger de lui une sincérité dont il est incapable. Mais vous pouvez choisir de ne pas confondre intensité et vérité. Vous pouvez choisir de garder votre autonomie intérieure. Et il y a aussi la méthode des psychologues comportementalistes, fixer des limites fermes et précises. Si une personne exige que vous soyez disponible 24 heures sur 24, dites non. Si elle vous bombarde de messages et attend une réponse immédiate, refusez cette cadence. Au début, vous aurez l'impression de perdre quelque chose. En réalité, vous regagnez votre espace vital. Carl Jung disait « Personne ne peut s'épanouir sans distance ». Dans une relation, la distance n'est pas un signe de faiblesse, mais de santé.
Enfin, une protection essentielle est la connaissance. Plus vous comprenez les mécanismes, plus vous êtes immunisé. Les études récentes en neurosciences sociales montrent que l'éducation émotionnelle réduit de manière significative le risque de manipulation. Quand vous savez que le love bombing est une technique répandue, quand vous avez déjà lu des témoignages, entendu des experts, l'effet de surprise disparaît. Et sans surprise, la magie se brise. Peut-être vous pensez « Mais je me sens déjà pris au piège, est-il trop tard ?» La réponse est non. Freud disait que rendre conscient l'inconscient permet déjà de transformer une situation. Le simple fait de voir la manipulation, de la nommer, est une première victoire. Ensuite, le stoïcisme vous invite à retrouver votre centre. Pratiquez la respiration consciente, tenez un journal de vos émotions, écrivez chaque jour ce que vous ressentez sans filtre. Ces exercices, simples mais puissants, redonnent à votre esprit sa clarté. Et souvenez-vous des paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que nous avons peur que les choses sont difficiles, c'est parce qu'elles sont difficiles que nous avons peur. Oui, il est difficile de dire non à un torrent d'amour. Oui, il est douloureux de mettre une barrière là où tout semble idyllique. Mais c'est ce geste qui sauve. Ce n'est pas un refus de l'amour, c'est un acte d'amour envers soi. Alors, la vraie question n'est pas seulement comment se protéger d'un pervers narcissique. C'est aussi comment devenir tellement maître de soi que plus jamais personne ne pourra dicter votre valeur par un excès de flatterie. Le stoïcisme et la psychologie nous donnent la même réponse, la liberté intérieure. Et cette liberté, vous pouvez commencer à la reconstruire dès maintenant. Friedrich Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais cette phrase souvent répétée prend tout son sens lorsqu'on parle du love bombing et de l'emprise narcissique, car survivre à cette expérience, ce n'est pas seulement se libérer d'une relation toxique, c'est renaître, c'est transformer la blessure en force, le chaos en clarté, la dépendance en autonomie. Marc Aurèle, confronté à des guerres, à la peste et aux trahisons de ses proches, écrivait « Le feu de l'épreuve transforme l'acier en trempe ». C'est exactement ce qui se joue ici. Vous avez connu l'excès, l'illusion, la chute. Vous avez touché du doigt la fragilité de vos propres défenses. Mais c'est précisément dans cette confrontation avec vos limites que naît la possibilité de grandir. Les psychologues parlent de croissance post-traumatique. Une étude menée par l'Université de Caroline du Nord a montré que 70% des personnes ayant vécu des épreuves relationnelles intenses rapportent avec le temps une perception plus profonde de leurs priorités, un renforcement de leur autonomie et une plus grande empathie envers les autres. Autrement dit, ce qui semble une destruction peut devenir une construction. Peut-être aujourd'hui vous vous sentez vidé, trahi, réduit à néant, mais ce sentiment, aussi brutal soit-il, est le début d'un rééquilibrage. Freud disait que l'analyse commence quand la douleur devient consciente. Jung ajoutait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Vous avez vu l'obscurité de la manipulation, vous avez vu vos propres failles, vos propres illusions, et cette lucidité est un trésor. Alors, comment renaître plus solide? La première étape est de reprendre possession de votre temps. Le pervers narcissique vole vos heures, vos pensées, vos nuits. Récupérez-les. Fixez des routines qui vous ramènent à vous-même. Écrire chaque matin ce que vous ressentez. Pratiquez une activité physique régulière. Méditez, marchez. Les neurosciences montrent que ces pratiques restaurent l'équilibre neurochimique, réduisent le cortisol et augmentent la sérotonine. C'est le corps qui guérit l'esprit, et l'esprit qui guérit le corps. La deuxième étape est philosophique. Réapprendre la juste mesure. Sénèque conseillait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Utilisez cette expérience comme un repère. Désormais, vous savez que l'amour authentique ne se mesure pas à l'intensité immédiate, mais à la constance dans le temps. Vous savez que la passion qui brûle trop vite ne réchauffe pas, elle consume. Cette sagesse deviendra votre boussole. La troisième étape est relationnelle. Reconstruire un cercle d'alliés. Dans ses recherches, Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité et du courage, a montré que partager son histoire avec des personnes bienveillantes réduit drastiquement la honte et accélère la guérison. Racontez ce que vous avez traversé, non pas pour vous définir comme victime, mais pour affirmer que vous avez survécu
est un acte de puissance. Et puis il y a la dernière étape, transformer la douleur en mission. Beaucoup de personnes qui ont survécu à une relation toxique choisissent d'aider les autres à ne pas tomber dans le même piège. Certains deviennent psychologues, d'autres écrivent, d'autres témoignent. Comme l'écrivait Viktor Frankl, survivant des camps et père de la logothérapie, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter tous les comment. Votre pourquoi peut être de ne plus jamais laisser quelqu'un définir votre valeur. Votre pourquoi peut être de transmettre aux autres la lucidité que vous avez acquise. Vous voyez, la sortie du piège n'est pas seulement une fuite, c'est une renaissance. Ce n'est pas un effondrement, c'est une reconstruction. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'un chapitre où vous êtes enfin le narrateur et non plus un personnage secondaire dans le scénario de quelqu'un d'autre. Marc Aurèle avait raison. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Le love bombing, aussi destructeur soit-il, peut devenir cet obstacle qui vous apprend à distinguer l'illusion de la vérité, la manipulation de l'amour, l'excès de la mesure. Et une fois que vous l'avez traversé, vous ne regarderez plus jamais les relations de la même façon. Ce qui vous a enfermé peut devenir ce qui vous libère. Ce qui vous a affaibli peut devenir ce qui vous rend invincible. Car la véritable liberté ne se trouve pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à transformer la douleur en force. Et aujourd'hui, vous avez déjà commencé ce processus.